commencer. Donc je m'appelle Pierre-Emmanuel, je suis intégrateur chez MH Communication et je vais vous présenter comment structurer vos données avec les microdata. Alors si on réduit le web à sa plus simple expression, c'est avant tout des pages avec du texte dedans. Et ce texte-là, il a une signification évidemment pour nous en tant qu'humains, puisque quand on le lit, on sait ce que ça veut dire, mais pour une machine, ça ne veut rien dire. Et quand on a un index de plusieurs milliards de pages, et qu'on vous répond sur une requête en moins d'une demi-seconde avec un résultat pertinent, c'est quand même plutôt balèze. Donc on va regarder comment on peut aider Google et les autres indexeurs de contenu à améliorer la pertinence de leurs données, et surtout à être présent sur les résultats périphériques quand on met une requête. Alors, commençons déjà par voir ce que c'est que les microdata. C'est juste une librairie d'annotation de données. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit dictionnaire de termes qui ont été définis par les trois géants de l'indexation, Bing, Google et Yahoo. Ils se sont mis d'accord pour mettre à disposition des développeurs une liste de petites étiquettes qu'on va pouvoir coller dans les tags HTML pour donner de la signification aux données qui sont encapsulées dans ce code HTML. Voilà. C'est principalement ceci. Et donc, comme je vous le disais, c'est une norme qui a été définie par Bing, Google, Yahoo et Yandex, qui est en fait le Google russe. C'est un énorme index aussi. Voilà. Donc c'est suffisamment rare pour le souligner que trois gros concurrents comme ça dans l'industrie se mettent ensemble, d'accord, sur une norme commune. Ça prouve bien l'importance que ça a. Et ils veulent, du coup, en ouvrant cette norme aux développeurs du monde entier, ils veulent faire participer les gens qui sont au cœur de la création de contenu à la pertinence de leur index. Donc pour que les résultats soient de plus en plus pertinents et compréhensibles, entre guillemets, par une machine. Alors à quoi ça sert d'introduire des microdata dans son HTML? Ça permet de qualifier des entités avec des annotations valuées, c'est-à-dire qu'on va donner des valeurs à chaque petite étiquette, et d'établir les relations qui vont exister entre les différentes entités. Alors ça ne veut rien dire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Google, vous allez vouloir apparaître dans les rich snippets. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez sûrement déjà vu ça dans les résultats Google. Voilà. Vous allez vouloir apparaître dans le Google Knowledge Graph, qui est le nouveau panneau qu'ils ont introduit à droite, vous savez, dans les résultats de recherche depuis 2009. Et ça va surtout vouloir dire être prêt pour les futurs outils d'indexation qui vont devenir de plus en plus sémantiques. Sans aller jusqu'à de la compréhension au terme où on l'entend nous, ils vont être de plus en plus capables de saisir et de comprendre le contexte de la requête dans lequel on voulait avoir la réponse. Alors un rich snippet, ah, c'est ça. Donc quand on fait une requête, là je cherchais par exemple le bouquin de Riel 37 qui s'appelle Getting Real. Google, plutôt que de me retourner simplement un résultat avec un lien, il enrichit, donc pour ça qui s'appelle ça le rich snippet, il l'enrichit avec des données qui viennent de la page sur laquelle il a trouvé le résultat. Donc vous voyez par exemple qu'il a mis, au lieu de mettre simplement l'URL du site, il a découpé avec les petits breadcrumbs, vous savez les petites étapes qu'il y a dans la hiérarchie du site. Il a rajouté le nombre d'étoiles avec le nombre de votes, favorables ou défavorables, pour ce bouquin-là. Donc ça permet d'un seul coup d'œil de voir si ce bouquin-là est intéressant ou pas, d'après l'avis des utilisateurs. Et en dessous, une petite description comme il fait d'habitude. Quand je clique sur le lien, j'arrive sur une page d'un vendeur de bouquins en ligne, et j'ai installé un petit outil dans mon navigateur, dont je vous présenterai un peu plus tard en détail, qui me permet de voir la structure HTML et les microdonnées qu'elle comporte. Donc là, je vois par exemple que dans la page HTML, ils ont introduit des schémas et ils ont collé les annotations qui concernent la personne. Donc la personne, c'est l'auteur pour eux. Ils ont ajouté des microdata pour structurer les reviews, donc c'est les avis utilisateurs. C'est ça qui permet d'agréger le nombre d'étoiles et de mettre un avis sur 5 étoiles. Il y a tant de gens qui ont apprécié ce bouquin-là, etc. Donc toutes ces données-là, si on regarde le code HTML, elles ont été structurées, elles ont été annotées, et ça permet aux index comme Google d'enrichir les résultats de recherche avec des données périphériques qui font que c'est plus attirant pour l'œil. On a un aperçu plus complet de ce qu'on va trouver sur la page de destination. Et donc c'est important d'avoir ce genre
d'enrichissement sur une page. Alors là, je vous ai listé quelques exemples de types de données qui ont été enrichis sur les résultats Google. Donc quand vous avez une recette avec une petite photo, c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, c'est beaucoup plus attirant de voir une petite photo de sa recette plutôt que juste un texte qui définit un nom de plat, quoi. En dessous, vous avez un résultat de concert, enfin d'un site de concert. Et donc Google est capable d'aller trouver dans cette page-là, grâce aux microdonnées, qu'est-ce que c'est qu'un concert, donc la structure concert. Ensuite, d'aller voir à l'intérieur de cette structure où se trouve la date, et de voir le lien vers cette date précise. En dessous, on a un résultat pour un hôtel. Donc c'est pareil, on a toujours ce découpage de l'URL là. Vous voyez qu'au-dessus, il ne l'a pas fait, mais pour celle-ci, ça a été fait. TripAdvisor.fr, il n'y a pas juste toute l'URL, il y a le découpage des différentes hiérarchies. Ça permet de cliquer sur une sous-rubrique directement dans les résultats de recherche. Et vous voyez qu'il nous met aussi une fourchette de prix. Ça peut être intéressant aussi d'un seul coup d'œil de voir si c'est dans nos budgets ou pas. En haut à gauche, c'est un résultat de basket, je crois. Non, baseball, pardon. Donc avec le résultat d'une rencontre, présenté d'une manière visuellement attrayante. Pareil, avec les dates, avec est-ce que c'est un match qui a déjà eu lieu, est-ce que c'est un match futur, avec la date de diffusion, etc. À droite, c'est des résultats avec une forme un peu différente, c'est pour le Google Shopping. Donc c'est pareil, il est capable d'indexer les structures de produits en allant chercher tous les attributs qui concernent un produit. Ici, on a la photo, le prix, la marque, etc. Et en dessous, un résultat de groupe de musique sur Last.fm qui, pareil, utilise les microdata pour structurer les chansons avec la durée, l'album auquel elles appartiennent, etc. Alors, autre intérêt des microdata, c'est d'enrichir ce que Google a appelé son knowledge graph. Donc le knowledge graph, qu'est-ce que c'est? C'est juste une énorme base de connaissances chez Google, dans lequel chaque nœud représente un objet, quel qu'il soit. Ça peut être une recette, ça peut être une personne, ça peut être tout ce qu'on veut. Et il établit entre ces nœuds des relations. Alors ces relations elles ont plein de types. Ça peut être fils d'eux, appartient à écrit, et toutes ces relations-là qui existent entre les objets réels, il arrive à les implémenter sous forme d'un graphe. Et donc sur certains résultats, on va le voir plus tard, sur tous les résultats non commerciaux, il arrive à faire donc ce petit panneau à droite. Donc je vais vous faire un zoom dessus, voilà, avec la description, les dates importantes, les découvertes et les recherches associées. Donc c'est d'autres nœuds dans le graphe qu'il a réussi à relier les uns avec les autres avec des relations de proximité. Soit de proximité géographique, soit historique, soit sur les domaines de recherche de Marie Curie, etc. Alors, on ne sait pas trop comment Google a constitué son knowledge graph, donc il n'y a pas énormément dessus. Il nous dit juste que les grosses sources sur lesquelles il se base, c'est Wikipédia, Freebase, c'est une énorme base aussi. Les sources thématiques de confiance, donc ça, c'est tous les sites spécialisés dans des thèmes, donc que ce soit en médecine, où il y a la CIA aussi, qui a un site qui a beaucoup de confiance auprès de Google, donc toutes ces données sont extraites de là. Il se sert de plus en plus de son réseau social Google+, qui est par défaut en fait un knowledge graph. En fait, c'est déjà un réseau social, c'est des nœuds reliés avec des relations. Donc il utilise ça pour améliorer ses résultats. Il se base aussi sur la recherche des autres internautes, c'est-à-dire que quand, au fur et à mesure, à chaque fois que vous faites une recherche et vous cliquez sur un truc, il va s'en rappeler, il va regarder ce que font les autres avec la même requête, et du coup il va être capable de faire le lien entre des nœuds qui ne sont pas forcément évidents pour lui, ou qu'il n'a pas trouvé dans Wikipédia. Donc voilà, il se sert de ça. Et aussi, il se sert des microdata. Bon, il ne le dit pas explicitement, il ne dit pas comment il s'en sert, mais on sait qu'il s'en sert. Donc ça va être important aussi de s'y mettre, ne serait-ce que pour être prêt à être indexé, quoi. Alors l'intéressant, comme je vous ai dit, sur le knowledge graph, on voit surtout des résultats non commerciaux, et il y a de grandes chances que Google utilise son knowledge graph pour présenter des panneaux commerciaux maintenant, évidemment en les faisant payer. Et donc il faudra aussi être présent sur les produits qu'on va vendre, quoi.
Donc là, on a fait une recherche sur Coca-Cola. C'est pourtant une institution, ça pourrait être complètement le genre de structure qui a son panneau à droite, avec le knowledge graph. Pourtant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de pub? Non. Enfin, si, de la pub, il y en a sûrement. Là, j'ai désactivé parce que j'ai le bloqueur de pub, mais en termes de knowledge graph, il n'y a pas d'affichage à droite. Donc, il n'y a pas d'enrichissement de la fiche Coca-Cola. Donc, c'est très certainement quelque chose qu'ils vont réussir à monnayer par la suite, parce que si vous regardez en fait en termes d'affichage, c'est quand même vachement. Ça attire l'œil, quoi. Et ça doit être très efficace au niveau pertinence et au niveau clic. Ça doit être une cible monstrueuse, quoi. Dès qu'il y a une lunette, elle travaille. Si je peux me permettre, sur le knowledge graph aussi, on voit apparaître, par exemple, quand on fait une recherche sur un magasin. Par exemple, je travaille pour une société qui s'appelle Test & Trust. Je travaille pour une société qui s'appelle Test & Trust et forcément on suit de très près le SEO. Et un matin, on a eu la surprise de voir, en rentrant Maison du Monde à Brest, justement ce knowledge graph avec l'adresse de la boutique, une photo du magasin, les horaires d'ouverture et enfin des liens qui mènent vers des sites qui ont des avis sur ce magasin. Oui, mais ça reste non commercial, c'est-à-dire que c'est juste... Là, en fait, pour le cas du magasin, il s'est servi de Google Local en allant chercher la localisation du magasin, et il a complété avec peut-être un profil Google Plus ou je sais pas, un truc comme ça. Mais ça reste non commercial, c'est pas un produit. C'est-à-dire que vous pouvez pas le vendre. Indirectement, parce que pour des sites comme les nôtres où la vie compte, ouais. D'être présent dans ces liens, ça a une portée commerciale. Et est-ce que vous avez eu un impact sur les visites? Ça a dû se ressentir. En même temps, la boutique Maison du Monde à Brest, c'est pas une grosse requête. Ouais, bon. Mais en tout cas, on n'a aucune idée de comment on a atterri là. Bah, pour cette partie-là, c'est plus Google Plus et Google Local en fait. Mais tout ça, c'est intégré dans le knowledge graph aussi. Il se sert de toutes les sources qu'il peut pour constituer sa base de connaissances Google. Alors oui, j'étais en train de vous expliquer comment faire concrètement. Donc, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais juste pour vous montrer le principe. Vous montrer à quel point c'est simple, surtout, pour se préparer pour le futur. Ça se passe en 3 étapes. Déjà, il faut identifier l'entité qu'on veut annoter dans le site schema.org. Donc schema.org, c'est un site qui est fait conjointement par les gros indexeurs Google, Yahoo et Bing, dans lequel ils ont défini les différents types de données qu'on peut qualifier. Ensuite, une fois qu'on a trouvé son schéma, on regarde les étiquettes possibles qu'on peut coller dans notre code HTML, on les recopie et on leur donne des valeurs. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va vérifier avec un outil, je vous en montrerai plusieurs, que c'est bien pris en compte par le site, et on va vérifier même auprès de chez Google que ça fonctionne. Alors on va voir un tout petit peu plus en détail. Alors ça, c'est le site schema.org. Donc tout est bien classé dans des répertoires. Vous cherchez l'entité que vous voulez représenter. Là, par exemple, je voulais représenter la fiche d'un restaurant. Donc il y a toutes les valeurs que je peux utiliser dans mon HTML qui sont décrites ici, le type de valeur que je peux mettre dedans, et puis une petite description sur les caractéristiques que je peux lui donner. Maintenant que j'ai trouvé mon schéma, je peux compléter mon HTML, d'accord? Alors avec plusieurs mots-clés, donc qui sont item scope et item type, item propre. Donc item scope, c'est pour dire ça c'est un schéma de ce type-là, en mettant l'URL du schéma dans le type. Et je peux utiliser maintenant des items propres pour donner le nom d'une étiquette et à l'intérieur du HTML sa valeur. Voilà, tout simplement. Et le schéma, tu le définis pas en tête du fichier HTML, tu le mets juste comme ça On peut le mettre à l'endroit où on veut. C'est-à-dire que ça peut être là sur un div, ça peut être au niveau du body, ça peut être où on veut. C'est à partir de cet endroit-là, tout ce qui est en dessous va concerner ce schéma-là. Et toi, tu conseilles plutôt de le faire au plus petit dénominateur ou... Peu importe, je pense pas qu'il y ait d'impact. D'accord. Voilà. Et vous voyez qu'on peut imbriquer aussi les différents descripteurs de schéma. C'est-à-dire qu'en global, c'est un restaurant, mais à l'intérieur de la partie qui concerne l'adresse du restaurant, c'est un nouvel objet, qui est aussi défini par un schéma à part. C'est une adresse totale. Et vous pouvez trouver des schémas pour tout et n'importe quoi. Et ça, tu remets
un par page, c'est-à-dire que tu as plusieurs restaurants dans la même page. Il faut boucler sur... Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Il va t'afficher une liste en dessous dans son rich snippet. non, il affiche pas de liste, lui. Non. Non, il va enrichir le résultat d'un de tes restaurants grâce aux données que tu as mis dans ta page. Mais tu peux le faire à la fois dans la page d'index et aussi dans la page du restaurant. Et en termes de validité... Alors tout ça c'est tout à fait pris en compte par le... Enfin, tout à fait permis par le HTML5. Il n'y a pas d'erreur de validation, il n'y a rien de... Ah, le 4, je sais pas. Je pense pas. Oh là là. Je pense pas parce qu'avec le item scope tout seul sans valeur, là, je pense pas que ça passe. Une autre question là. Enfin pour le HTML4, Pour la mise en forme, dans Google, on est snippet. Faut le préciser ou ça se fait automatiquement? Ça se fait automatiquement, on n'a absolument aucun contrôle dessus. C'est lui qui définit comment sont affichés ces rich snippets, et ensuite il va voir s'il peut trouver les infos pour le remplir. Si on n'a pas toutes les infos, bah tant pis, il ne remplit pas tout. Mais on n'a absolument aucun contrôle là-dessus, et c'est amené à être changé, enfin on n'a vraiment aucune influence là-dessus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que par exemple dans une page où vous avez une page d'un restaurant où vous avez plusieurs photos, vous pouvez choisir grâce en mettant la propriété photo, vous lui dites laquelle est la photo principale qui doit s'afficher au cas où Google daigne l'afficher en petit sur le rich snippet. Pour l'instant, il ne le fait pas sur les restaurants, mais ça peut venir. Il le fait déjà sur les recettes de cuisine. Ah ouais, c'est lui qui choisit quand même. Pour l'instant. Non, mais si tu lui dis quelle photo tu veux, il va afficher celle que tu as choisie. Et si on se fait passer pour une recette de cuisine, ça peut marcher ou pas? Oui, peut-être. Faut essayer. Faut essayer. On va tenter. Alors une fois qu'on a fait la deuxième étape qui était d'annoter son HTML avec les différentes propriétés qu'on a trouvées dans le schéma, on va pouvoir vérifier que notre travail a bien été pris en compte. Alors là, c'est le même outil que je vous montrais tout à l'heure. Là, c'est une petite extension dans Chrome qui permet de regarder dans le code HTML toutes les microdatas que vous avez utilisées. Donc là, il trouve bien que j'ai utilisé le profil de restaurant, avec le nom, la description, les horaires d'ouverture, etc. Alors par exemple, les horaires d'ouverture, nous on a choisi de le faire parce qu'on trouve que c'est bien et puis ça permet de structurer le contenu. Mais pour l'instant, c'est pas pris en compte par Google. Il n'y a pas de rich snippet avec les horaires d'ouverture d'un restaurant, par exemple. Mais il peut très bien le faire plus tard. Il y a peut-être d'autres moteurs dans la nature qui sont en train d'indexer uniquement les restaurants avec toutes les infos qui peuvent dessus. Voilà, on ne sait pas en fait. Mais comme ça coûte pas grand-chose de l'ajouter à son code existant, on se dit, on prépare l'avenir et on le fait. Oui, vas-y. Par rapport aux horaires d'ouverture, en fait, il te donne en fait comment ça doit être mis. Sur le site schéma.org, il te dit Quel format en fait quel format il faut utiliser pour les horaires d'ouverture. C'était ma question. Voilà. Merci. Ok. D'accord. Et pour vous montrer l'imbrication de ces schémas, là, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais l'enveloppe restaurant qui concerne toute ma page, et à l'intérieur de cette enveloppe, j'en ai une deuxième qui concerne uniquement mon adresse, qui est elle-même un schéma à part entière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas de schéma dans la base de schéma.org? Ce qui peut arriver, puisque c'est évidemment pas exhaustif. Eh bien, on a plusieurs moyens. Donc, déjà, on peut aller voir sur un autre site qui est très lié à schéma.org, qui s'appelle Good Relations, qui est partie d'une initiative annexe, et qui a proposé des schémas plus orientés au e-commerce. Et donc, le schéma.org a vu que c'était une initiative intéressante, de plus en plus utilisée par les développeurs, donc ils ont décidé d'intégrer les nouveaux schémas de Good Relations dans leur schéma.org. Donc en général, quand vous ne trouvez pas un schéma particulier sur schéma.org, ils vous envoient quand même sur ce site-là pour vous dire nous on s'arrête là, c'est plus notre domaine, allez voir une autre définition sur ce site-là. Si on ne trouve toujours pas, on peut choisir de créer son propre schéma. En fait, c'est bien expliqué sur la page de schéma.org. Google et les autres nous disent vous êtes libre, vous pouvez créer votre propre schéma si vous avez envie de faire un schéma pour les chaussettes, vous avez le droit. Vous trouvez des propriétés spéciales à vos chaussettes ou à vos je sais pas quoi d'autre, et vous le mettez en place sur votre site, de façon tout à fait indépendante et libre. Ensuite, nous, en tant qu'index de boîte d'indexation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a des gens qui utilisent votre schéma, parce que vous l'avez partagé,
On va essayer de voir si c'est intéressant pour nous de présenter les résultats de chaussettes sous une forme particulière avec des items bien précis qui concernent que les chaussettes. Et du coup, ça deviendra naturellement intégré dans le schéma.org, peut-être. En gros, c'est faites ce que vous voulez. Si ça nous intéresse, on viendra. Voilà. Et donc une fois qu'on a créé son propre schéma, si on trouve que c'est une bonne idée, que s'il y a d'autres gens qui peuvent en profiter, eh ben, il faut le diffuser, faire de la documentation autour, pour que ce schéma soit adopté par d'autres développeurs et d'autres sites qui le mettent en place. Et à partir d'une certaine masse critique, de toute façon, Google et les autres vont s'intéresser à ce schéma-là particulier et vont peut-être l'intégrer soit dans Good Relations, soit dans schéma.org. Alors par exemple, nous on a eu le cas, on faisait des horaires d'ouverture du restaurant, on voulait le présenter sous cette forme-là et le structurer proprement avec le jour et puis différentes plages dans la journée. Donc on a regardé sur schéma.org. Il y a effectivement un schéma qui correspond, qui s'appelle Opening Hours. Et donc on a 2-3 propriétés, mais à la fin, Google il nous dit en fait on ne sait pas trop faire ça, c'est pas trop notre domaine, allez voir sur Good Relations et vous allez voir la définition complète de ce type de données. Et nous on va en tenir compte parce qu'on est relié à Good Relations. Donc on se retrouve sur Good Relations et là on a la documentation qui concerne juste les horaires d'ouverture pour une entité. Donc voilà, on le met en place. Alors ça donne ça, bon je vais passer assez vite, mais là c'était juste pour vous montrer qu'on peut mélanger les différentes URL qui définissent un schéma, on peut mélanger les sources. Ça pose pas de problème. Tu mets des méthodes, C'est valide. C'est valide en HTML simple aussi ça. C'est le but, hein. Alors une petite boîte à outils, donc c'est pour vous montrer les différentes choses qu'on est obligé d'utiliser à chaque fois qu'on touche aux microdonnées. Donc forcément le premier c'est schéma.org, je vous en ai longuement parlé, c'est la référence avec tous les schémas qui sont plus ou moins pris en compte par les grands moteurs d'indexation. On a l'extension pour le navigateur Google Chrome, alors j'ai pas cherché sur les autres mais j'imagine qu'il doit y avoir à peu près l'équivalent sur Firefox et les autres. Opérateur, je crois que ça s'appelle Opérateur sur Firefox. Ah ouais? Je suis pas sûr à vérifier. Bon, enfin, ça doit exister. Il vous permet, sur une page qui contient des microdatas, vous avez une petite icône qui apparaît, vous cliquez dessus et ça vous décortique toutes les propriétés et valeurs qu'il a trouvées dans les microdatas. Et il est capable de les grouper par schéma. C'est-à-dire que vous voyez tout à l'heure, il m'avait fait l'enveloppe restaurant avec les différentes valeurs de restaurant. Et à l'intérieur du restaurant, il trouvait le bloc adresse, qui est une autre enveloppe. Alors, on a directement chez Google, pour tester les snippets, on a le Google Rich Snippet Tool. Je vous ai mis une capture juste après. On a aussi le Live Microdata qui permet de taper, de faire des copier-coller de son code quand on a un petit doute sur la façon dont est interprété la microdata, on peut tester en live. Et on a le site Good Relations qui est, par la force des choses, devenu une extension de schéma et qui contient des données plutôt orientées e-commerce. Alors, le Snippet Tools, ça ressemble à ça, donc vous collez votre code HTML et Google vous fait un aperçu avec les éléments qu'il va prendre en compte, ceux qu'il ne prend pas en compte, etc. Donc là on voit pas très bien, mais bon, c'est pas le but, c'était pour vous montrer l'outil. On a le Live Microdata dans lequel vous tapez votre code et puis vous voyez en différents formats le résultat que ça donne sur le HTML. Alors, pour finir, on va juste faire un petit tour des inconvénients des microdata, parce qu'il y en a quand même. Le problème, c'est que les trois grosses se sont mis d'accord pour faire un site commun où ils expliquent comment il faut faire, etc. Par contre, ils ne nous disent pas vraiment comment ils s'en servent. Donc on s'en aperçoit au fur et à mesure en regardant, c'est visible par tout le monde, mais les rich snippets, tout le monde les voit. On peut essayer d'identifier les différents types qu'on a à qualifier et essayer de se placer là-dessus. Mais ça change beaucoup, on n'a aucun contrôle dessus. Et ça change tout le temps. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir. C'est un peu le pari qu'on prend, nous, avec les horaires d'ouverture du restaurant. On sait que c'est pas pris en compte par les snippets, mais demain ça peut l'être. Et puis ça peut être pris en compte par d'autres sites qui se mettent à analyser les microdatas. On ne sait pas. Deuxième point qui peut être un peu gênant, c'est que le schéma.org n'est pas exhaustif, donc on ne peut pas absolument tout qualifier. Pour l'instant, les chaussettes, je ne crois pas que ce soit un schéma. Peut-être que ce soit. Et parmi les schémas, il y en a que certains qui sont exploités. Donc c'est pareil, on ne sait pas trop lesquels. Ça peut changer, c'est différent d'un moteur d'indexation à l'autre, etc. Donc ça reste assez flou.
L'avantage, c'est que c'est très facile à mettre en place, ça coûte pas grand-chose. C'est rapide de coller les étiquettes, de mettre leurs valeurs et puis de vérifier dans l'extracteur qu'on a bien fait son boulot. Juste ça. Donc, et puis c'est complètement libre, c'est-à-dire que vous payez personne pour valider, il n'y a pas de contraintes comme ça. C'est très souple aussi parce que parmi toutes les spécifications du schéma.org, vous n'êtes surtout pas obligé d'utiliser tous les descripteurs. Si vous n'avez pas sur une fiche de restaurant, si vous n'avez pas le code postal par exemple, bah, vous ne le mettez pas. Voilà. C'est pas ça qui va faire planter votre schéma. Comme je vous l'ai expliqué sur schéma.org, c'est très clairement spécifié, la contribution est ouverte, mais c'est pas quelque chose de formel. Vous n'avez pas un endroit où vous pouvez envoyer un mail à Google en disant tiens, j'ai fait un nouveau schéma, est-ce que tu veux le prendre en compte? C'est juste la masse critique des développeurs et de l'utilité que votre schéma va créer qui va faire que vous allez peut-être faire partie du schéma.org. Voilà. Donc c'est lui qui décide, c'est eux qui décident. L'autre avantage un peu indirect de ça, c'est que ça nous amène naturellement à être plus rigoureux dans la structuration du contenu. C'est-à-dire que c'est ce qu'on s'en est aperçu en faisant les horaires d'ouverture. Il y a sûrement des cas où le design peut-être graphique va pas du tout correspondre à la structure de contenu. Et par exemple, on va faire une fiche produit avec un prix qui va être un peu excentré du reste de la fiche pour faire un impact visuel. Et on va s'apercevoir en faisant le HTML que finalement, il n'y a aucun sens que le prix soit détaché comme ça du reste de la fiche produit. Donc on va peut-être le réintroduire ou rajouter une enveloppe plus large pour que ça corresponde aux microdonnées. Et du coup, le contenu sera plus rigoureux, quoi. Alors, gros avantage des microdata, c'est que c'est défini et utilisé par tous les gros. Hein, donc ça, forcément, il faut s'y mettre. Et c'est surtout un pari sur l'avenir, puisqu'on sait que ça va servir de toute façon de structurer ces données. Les 3 leaders nous ont dit on va nous se baser à coup sûr sur ce format-là, sur cette norme-là. Donc allez-y. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Une question? Si tu crées un site d'un restaurant et tu mets des microdata que tu m'as montré, est-ce que tu as forcément le rich snippet qui apparaît dans le résultat de Google? Non, pas forcément. C'est au bon vouloir du moteur d'indexation, on a absolument aucun contrôle là-dessus. T'as plus de chance. Oui, c'est ça, tu fais un pari, en fait, tu dis, voilà. C'est quoi Au moins t'es prêt. Si tu joues pas, tu risques pas de 100%. Non, mais ça doit répondre à plein de Mais paramètres. le rapport entre l'investissement que ça te coûte et le gain que ça peut te rapporter est tellement dérisoire qu'il faut le faire, quoi. Oui, d'accord. C'est facile à faire. Question ici. Ouais, une petite question. Si je veux ajouter un schéma, donc effectivement je peux l'ajouter dans mon coin comme ça, mais est-ce qu'il y a des services, ou en tout cas des communautés, pour dire voilà, je voudrais inventer le schéma des chaussettes, mais peut-être d'autres personnes qui sont intéressées, donc autant essayer de faire chacun notre truc, pas deux, autant mutualiser et essayer de base de fournir un truc qui va être justement pour atteindre plus rapidement la masse critique en fait. Bah, je connais pas d'initiative particulière, à part Good Relations, qui est partie d'initiatives comme ça de gens qui se sont dit on va étendre le schéma.org, mais ça peut être une idée. Tu peux avoir microdata.org, quelque chose comme ça, qui était là, microdata.org ou microdata.quelque chose, sur mon .org, bien avant les schema.org. Microformat plutôt. Microformat? C'est pas exactement le même format. C'est pas tout à fait le même format. Ouais. Et là, il y avait déjà plein de choses qui étaient définies, qui n'ont jamais vraiment été exploitées. Et quand schéma.org est arrivé, vu que c'était exploité par les moteurs, etc., voilà, là, on a un truc qui est fonctionnel. Tous les trucs friend of a friend, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient définies. Finalement, ça n'a pas été exploité par les moteurs, ils n'ont pas fait le définir. Là, microformat eux, que nous, on exploite. Ouais. Mais il y a encore une communauté qui fonctionne autour des microformats pour des choses comme ça. Mais c'est pas incompatible en plus, tu peux avoir un schéma.org avec une personne ou Là on l'a vu avec Good Relation, en fait c'est interdépendant. Si t'as un schéma avec par exemple le restaurant, tu peux le mettre dedans en format vcard ou un autre micro-format et en fait lui ce qu'il fait quand il voit le nœud, c'est qu'il va chercher le type, il voit comment c'est défini, et après il se débrouille pour ranger. Du moment que tu as bien indiqué
dans quel format aient été donnés, tu peux les mélanger proprement en fait. Tu peux avoir un schéma point d'un restaurant, dedans il y a un peu de good relations pour les horaires, il y a une V-card pour le propriétaire, c'est pas gênant du tout en fait. Et donc, juste pour finir sur la contribution, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste le fait que toi tu commences à l'utiliser dans ton coin, il faut que ça mobilise. Si tu fais ça sur un site à très très fort trafic, ils vont forcément commencer à s'y intéresser. En gros, c'est ça. Mais je connais pas de plateforme spéciale dédiée à cette contribution, à part Good Relations. C'est peut-être une idée. Mais ça peut être une idée, oui. Après, de toute façon, ça reste un pari sur quelque chose qui sera peut-être pas exploité par les moteurs. Alors, on peut peut-être conclure en disant que c'est aussi du coup l'occasion de, plutôt que d'amener que du contenu, on augmente en termes de qualité en donnant aussi le type de contenu. Donc on améliore l'indexation par... Oui, c'est ça. On essaye de dire aux machines ce que représente le technique. Voilà. Peut-être d'autres questions? C'est bon. Ben, merci de votre question.